Le livre qui parle vous propose d'écouter Voyage avec un âne dans les Cévennes de Robert Louis Stevenson, interprété par Bernard Petit, enregistré au studio Mac Audio System. Dédicace. Mon cher Sidney Colvin, le voyage que raconte ce petit livre me fut très agréable et avantageux. Après un début singulier, j'ai eu meilleure chance à la fin. Mais nous sommes tous des voyageurs dans ce que John Bunyan nomme le désert de ce monde. Tous aussi des voyageurs avec un âne. Et ce que nous trouvons de meilleur en route, c'est un loyal ami. Bienheureux le voyageur qui en trouve plusieurs. Nous courons le monde en fait pour les rencontrer. Ils sont le but et la récompense de la vie. Ils nous gardent dignes de nous-mêmes, et lorsque nous sommes seuls, nous sommes simplement plus près de l'absent. Tout livre est, dans sa signification secrète, une lettre ouverte aux amis de l'auteur. Eux seuls en pénètrent l'esprit. Ils découvrent des messages particuliers, des assurances d'affection et des témoignages de gratitude insérés à leur intention à toutes les pages. Le public n'est qu'un patron généreux qui acquitte les frais de poste. Pourtant, quoique la lettre soit adressée à tout le monde, c'est pour nous une vieille et aimable coutume d'en faire expressément hommage à une seule personne. De quoi un homme pourrait-il être fier, sinon de ses amis? Et dès lors, mon cher Sidney Colvin, c'est avec orgueil que je me déclare ici vôtre. Affectueusement, Robert Louis Stevenson. Première partie. Velay. Chapitre 1. Le bourriquet, la charge et le bât. Dans une petite localité nommée le Monastier, sise en une agréable vallée de la montagne à 15 milles du puits, j'ai passé environ 1 mois de journées délicieuses. Le Monastier est fameux par la fabrication des dentelles, par l'ivrognerie, par la liberté des propos et les dissensions politiques sans égales. Il y a dans cette bourgade des tenants des 4 partis qui divisent la France: légitimistes, orléanistes, impérialistes et républicains. Et tous se haïssent, détestent, dénigrent et calomnient réciproquement. Sauf quand il s'agit de traiter une affaire ou de se donner les uns aux autres des démentis dans les disputes de cabaret, on y ignore jusqu'à la politesse de la parole. C'est une vraie Pologne montagnarde. Au milieu de cette Babylone, je me suis vu comme un point de ralliement. Chacun avait à cœur d'être aimable et utile pour un étranger. Cela n'était pas dû simplement à l'hospitalité naturelle des montagnards, ni même à l'étonnement qu'on y avait de voir vivre de son plein gré au Monastier un homme qui aurait pu tout aussi bien habiter en n'importe quel autre endroit du vaste monde. Cela tenait pour une grande part à mon projet d'excursionner vers le sud à travers les Cévennes. Un touriste de mon genre était jusqu'alors chose inouïe dans cette région. On m'y considérait avec une piété dédaigneuse comme un individu qui aurait décidé un voyage dans la Lune. Toutefois, non sans un intérêt déférent comme envers quelqu'un en partance vers le pôle inclément, chacun était disposé à m'aider dans mes préparatifs. Une foule de sympathisants m'appuyait au moment critique d'un marché. Je ne faisais plus un pas qui ne fût illustré par une tournée de shopping et célébré par un dîner ou un déjeuner. On était déjà à la veille d'octobre que je n'étais pas encore prêt à partir. Pourtant, aux altitudes où conduisait ma route, il n'y avait pas lieu d'escompter un été indien. J'avais résolu, sinon de camper dehors, du moins d'avoir à ma disposition les moyens de le faire. Rien n'est en effet plus fastidieux pour un type débonnaire que la nécessité d'atteindre un refuge dès que vient la brune. Au surplus,
l'hospitalité d'une auberge de village n'est point toujours une infaillible recommandation à qui chemine péniblement à pied. Une tente, surtout pour un touriste solitaire, ne laisse point d'être ennuyeuse à dresser, ennuyeuse encore à démonter, et même, durant la marche, elle fournit un évident aspect particulier au bagage. Un sac de couchage, par contre, est toujours prêt. Il suffit de s'y insinuer. Il sert à double fin, de lit pendant la nuit, de valise pendant le jour, et il ne dénonce pas à tout passant curieux vos intentions de coucher dehors. C'est là un point important. Si un campement n'est pas secret, ce n'est qu'un endroit de repos illusoire. On devient un homme public. Le paysan sociable visite votre chevet après un souper hâtif, et vous voilà dans l'obligation de dormir un œil ouvert et de vous lever avant l'aube. Je me décidai pour un sac de couchage, et, après maintes recherches au puits et pas mal de dépenses culinaires pour moi-même et mes conseillers, un sac à viande fut dessiné, bâti et apporté chez moi en triomphe. L'enfant de mon invention avait quasiment 6 pieds carrés, outre 2 flanquets triangulaires pour servir d'oreiller la nuit et de couvercle et de poche le jour. Je l'appelle sac, mais ce ne fut jamais un sac que par euphémisme. C'était seulement une sorte de long rouleau ou saucisson en bâche verte imperméable à l'extérieur et en fourrure de mouton bleu à l'intérieur. Commode comme valise, sec et chaud comme lit. Chambre à coucher spacieuse pour une seule personne et, à la rigueur, pouvant servir pour 2. Je pouvais m'y enfoncer jusqu'au cou, car ma tête, je la confiais à une casquette en poil de lapin munie d'un rebord à rabattre sur les oreilles et d'un cordon à passer sous le nez en manière de respirateur. En cas de pluie sérieuse, je me proposais de me fabriquer moi-même une menue tente, ou plutôt un tendelet, au moyen de mon waterproof, de 3 pierres et d'une branche inclinée. On comprendra sans peine que je ne pouvais porter cet énorme attirail sur mes propres épaules, simplement humaines. Restait à choisir une bête de somme. Or, un cheval est, d'entre les animaux, comme une jolie femme, capricieux, peureux, difficile sur la nourriture et de santé fragile. Il est de trop grande valeur et trop indocile pour être abandonné à lui-même, en sorte que vous voilà rivé à votre monture comme à un compagnon de chaîne sur une galère. Un chemin difficultueux affole le cheval. Bref, c'est un allié exigeant et incertain qui ajoute sans complication aux embarras du voyageur. Ce qu'il me fallait, c'était un être peu coûteux, point encombrant, endurci, d'un tempérament calme et placide. Toutes ces conditions requises désignaient un baudet. Habitait au monastier un vieillard d'intelligence plutôt médiocre, selon certains, que poursuivait la marmaille des rues et connu à la ronde sous le nom de Père Adam. Or, Père Adam avait une carriole, et pour l'attirer une chétive ânesse, pas beaucoup plus grosse qu'un chien, de la couleur d'une souris, avec un regard plein de bonté et une mâchoire inférieure bien dessinée. Il y avait autour de la coquine quelque chose de simple, de racé, une élégance puritaine, qui frappa aussitôt mon imagination. Notre première rencontre eut lieu sur la place du marché, au monastier. Afin de prouver son excellente humeur, les enfants à tour de rôle s'installèrent sur son dos pour une promenade, et l'un après l'autre, tête première, pirouettèrent en l'air jusqu'à ce que le manque de confiance commençât de régner au cœur de cette jeunesse et que l'épreuve cessa faute de concurrents. J'étais déjà soutenu par une députation de mes amis. Mais, comme si cela ne suffisait pas, tous les acheteurs et vendeurs m'entourèrent et m'aidèrent au marchandage. L'ânesse et moi et Père Adam devînmes le centre d'un vrai brouhaha pendant presque une demi-heure. Enfin, la bête me fut cédée à raison de 65 francs et d'un verre d'eau-de-vie.
Le sac avait déjà coûté 80 francs et 2 verres de bière, de sorte que Modestine, ainsi la baptisai-je sur le champ, était tout compte fait l'article le meilleur marché. En vérité, il en devait être ainsi car l'ânesse n'était qu'un accessoire de ma literie ou un bois de lit automatique sur 4 pieds. J'eus une dernière entrevue avec le père Adam dans une salle de billard, à l'heure ensorcelante de l'aurore, lorsque je lui administrai l'eau-de-vie. Il se déclara fort ému par la séparation, et affirma qu'il avait souvent acheté du pain blanc pour son bourriquet, alors qu'il s'était contenté de pain bis pour lui-même. Mais ceci, à s'en référer aux meilleures autorités, devait être un écart d'imagination. Il était réputé en ville pour maltraiter brutalement le baudet. Pourtant, il est certain qu'il versa une larme, et que la larme traça un sillon propre jusqu'au bas d'une joue. Sur le conseil d'un fallacieux bourlier de l'endroit, une sellette en cuir me fut fabriquée, munie de courroies afin d'attacher mon pactage, et, pensif, j'achevai mon équipement et disposai mon trousseau. En manière d'arme et de batterie de cuisine, je pris un revolver, une petite lampe à alcool et une poêle, une lanterne et quelques chandelles d'un sou, un couteau de poche et une large gourde en peau. Le principal chargement consistait en 2 assortiments complets de vêtements de rechange, outre mes habits de voyage en velours campagnard, mon paletot de marin et au chandail en tricot, quelques livres, ma couverture de voyage qui, elle aussi en forme de sac, me faisait double enveloppe pour les nuits froides. La réserve permanente était représentée par des plaquettes de chocolat et des boîtes de saucisses boulonnaises. Tout cela, à l'exception de ce que je portais sur moi, fut facilement entassé dans le sac en peau de mouton, et par une heureuse inspiration, j'y ajoutai mon havresac vide, plutôt par commodité de portage que dans la pensée qu'il pourrait m'être nécessaire au cours de mon voyage. Pour les besoins les plus pressants, je pris un gigot froid de mouton, une bouteille de Beaujolais et une provision importante de pain bis et blanc, comme père Adam, pour moi-même et le baudet. Toutefois, dans mon projet, la destination de ces derniers objets était inverse. Les gens du monastier, de toute nuance d'opinion politique, s'accordèrent pour me prédire maintes mésaventures grotesques et me menacer de mort subite dans des conditions extravagantes. Sur froid, loups, voleurs et par-dessus tout les mauvais tours de la nuit étaient quotidiennement et éloquemment appelés mon attention. Pourtant, dans ces vaticinations, on négligeait l'évident, le véritable danger. Comme chrétien, c'est de mon bagage que j'ai eu à souffrir en chemin. Avant de raconter mes malchances personnelles, que l'on me permette de dire en peu de mots la leçon de mon expérience. Si le pactage est bien attaché par des courroies aux extrémités et pend à pleine longueur, pas replié en 2, bon Dieu, à travers la selle de bas, le voyageur n'a rien à craindre. La selle de bas pourra certes n'être point ajustée, telle est l'imperfection de notre vie éphémère. Elle pourra assurément glisser et tendre à se renverser, mais il y a des pierres de chaque côté d'une route, et on apprend bientôt l'art de corriger n'importe quel penchant au déséquilibre au moyen d'un caillou bien placé. Le jour de mon départ, j'étais debout un peu après 5 heures. Vers 6 heures, nous commençâmes à charger le baudet, et 10 minutes plus tard, mes espérances gisaient dans la poussière. Le bas ne prétendait pas tenir sur le dos de Modestine même une demi-minute. Je le renvoyai à son fabricant, avec lequel j'eus une prise de bec tellement injurieuse que le trottoir de la rue était garni, de nous à vous, d'une foule de badauds qui regardaient et écoutaient. Le bas changea de main avec beaucoup de vivacité. Peut-être serait-il plus exact de dire que nous nous le jetâmes réciproquement à la tête. En tout cas, étions-nous fort échauffés et inamicaux, et parlions-nous avec une excessive liberté. J'obtins une banale selle de bas, une barde, comme on dit, qui convenait à Modestine
et une fois de plus je la chargeai de mon attirail. Le sac replié, mon paletot marin, car il faisait chaud et j'allais marcher en vareuse, une longue miche de pain noir et un panier sans couvercle qui renfermait le pain blanc, le gigot de mouton et les bouteilles furent accrochées ensemble par une série de nœuds fort perfectionnés. Et j'en examinai le résultat avec une vaine satisfaction. Dans un monstrueux chargement de ce genre, le fardeau entier portait sur l'encolure du baudet, et rien en dessous ne faisant contrepoids, sur un bas aux sangles neuves, qui n'avait jamais servi à l'équipement de l'animal, accroché au surplus par des courroies neuves aussi qu'on pouvait s'attendre à voir s'élargir et se distendre pendant la route, même le touriste le plus insoucieux aurait pressenti une catastrophe imminente. Ce système perfectionné de nœuds au surplus était l'œuvre de trop nombreux sympathisants pour être réalisé fort habilement. Il est vrai qu'ils avaient serré les cordes énergiquement. Pas moins de 3 à la fois. Un pied sur l'arrière-train de Modestine, ils tirèrent là-dessus, grinçant des dents. Or, j'appris par la suite qu'une seule personne entendue, sans le moindre déploiement de force, pouvait faire plus efficace besogne qu'une demi-douzaine de domestiques enthousiastes et en transpiration. Mais je n'étais alors qu'un novice. Même après la mésaventure du bas, rien ne pouvait troubler ma confiance, et je franchis le seuil de l'écurie comme un bœuf se dirige à l'abattoir. Chapitre 2. L'ânier inexpérimenté. La cloche du monastier sonnait juste 9 heures, lorsque j'en eus terminé avec ces ennuis préliminaires et descendis la colline à travers les prés communaux. Aussi longtemps que je demeurai en vue des fenêtres, un secret amour-propre et la peur de quelques défaites ridicules me retinrent de sourdes menées contre Modestine. Elle avançait d'un pas trébuchant sur ses 4 petits sabots avec une sobre délicatesse d'allure. De temps en temps, elle secouait les oreilles ou la queue, et elle paraissait si menue sous la charge qu'elle m'inspirait des craintes. Nous traversâmes le gué sans difficulté. Il n'y avait aucun doute à ce sujet, elle était la docilité même. Puis, une fois sur l'autre bord, où la route commence son ascension à travers le bois de pin, je pris dans la main droite l'impie bâton du commandement, et avec une vigueur tremblante, j'en fis application au baudet. Modestine activa sa marche pendant peut-être 3 enjambées, puis retomba dans son premier menuet. Un autre coup eut le même résultat, et aussi le 3e. Je suis digne du nom d'Anglais, et c'est violenter ma conscience que de porter rudement la main sur une personne du sexe. Je cessai donc, et j'examinai la bête de la tête aux pieds. Les pauvres genoux de l'ânesse tremblaient, et sa respiration était pénible. De toute évidence, elle ne pouvait marcher plus vite sur une colline. Dieu m'interdit, pensai-je, de brutaliser cette innocente créature. Qu'elle aille de son pas, et que je la suive patiemment. Ce qu'était cette allure, aucune phrase ne serait capable de la décrire. C'était quelque chose de beaucoup plus lent qu'une marche, lorsque la marche est plus lente qu'une promenade. Elle me retenait chaque pied en suspens pendant un temps incroyablement long. En 5 minutes, elle épuisait le courage et provoquait une irritation dans tous les muscles de la jambe. Et pourtant, il me fallait me garder tout à proximité de l'âne et mesurer mon avance exactement sur la sienne. Si en effet je ralentissais de quelques mètres à l'arrière, ou si je la devançais de quelques mètres, Modestine s'arrêtait aussitôt et se mettait à brouter. L'idée que ce manège pouvait durer ainsi jusqu'à Alès me brisait quasiment le cœur. De tous les voyages imaginables, celui-ci promettait d'être fastidieux. Je m'efforçais de me répéter qu'il faisait une journée délicieuse. Je m'efforçais d'exorciser en fumant mes fâcheux présages. Mais la vision me restait sans cesse présente, de longues routes au sommet des monts ou au creux des vallées, où 2 êtres se mouvaient d'une façon infinitésimale, pied à pied, à 1 mètre à la minute,
et comme les fantômes ensorcelés d'un cauchemar, sans se rapprocher jamais du terme. Sur ces entrefaites, voici que monta derrière nous un gros paysan, âgé peut-être d'une quarantaine d'années, de mine ironique et bourrue, et vêtu de la veste verdâtre de la contrée. Il nous surprit cheminant côte à côte et s'arrêta pour regarder notre pitoyable avance. « Votre baudet, dit-il, est très vieux. » Je lui répondis que je ne le pensais pas. « Alors, supposa-t-il, il vient de fort loin. » Je lui répondis que nous venions seulement de quitter le monastier. « Et vous marchez comme ça ?» s'écria-t-il. Et rejetant la tête en arrière, il partit d'un long et cordial éclat de rire. Je le regardai, déjà prêt à demi de me sentir offensé, tant qu'il eut satisfait à son hilarité. « Et alors, vous n'avez pas à avoir aucune pitié pour ces animaux, » fit-il. Et arrachant une verge à un buisson, il se mit à en fouetter Modestine sur l'arrière-train en poussant un cri. La malheureuse redressa les oreilles et partit sans façon à vive allure, qu'elle garda sans ralentir, sans témoigner du moindre symptôme de détresse, aussi longtemps que le paysan resta près de nous. Son premier essoufflement et son tremblement n'avaient été, j'ai regret de le dire, que comédie. Mon Deus ex machina, avant de me quitter, me donna un excellent, quoique inhumain conseil. Il me le tendit en même temps que la baguette, qui, déclara-t-il, serait plus finement senti que mon bâton. Finalement, il m'apprit le véritable cri ou le mot maçonnique désigné « Prrrt ». Tout le temps, il me regarda d'un air sardonique et comique, gênant à supporter, et il se moqua de ma manière de mener un baudet comme j'aurais pu me moquer de son orthographe ou de sa veste verdâtre. Mais ce n'était pas mon tour pour l'instant. J'étais fier de mon savoir neuf, et pensais que j'avais appris à perfection l'art de conduire. Et certes, Modestine accomplit des prodiges durant le reste de l'avant-midi, et j'avais large espace où respirer et loisir de regarder. C'était dimanche. Les champs de la montagne étaient tous déserts dans la clarté du soleil, et tandis qu'au bas de la côte nous traversions Saint-Martin-de-Fougères, l'église débordait de fidèles jusque sur le seuil. Il y avait des gens agenouillés au dehors sur les marches, et le bruit du plein chant du prêtre m'arriva de l'intérieur obscur. Cela me donna aussitôt une impression de famille, car je suis pour ainsi dire un compatriote du dimanche, et toutes les observances du dimanche, comme l'accent écossais, agitent en moi des sentiments complexes, reconnaissance est le contraire. Il n'y a qu'un voyageur qui surgit là comme un évadé d'une autre planète, à pouvoir goûter exactement la paix et la beauté de la grande fête ascétique. La vue de la contrée au repos lui fait du bien à l'âme. Il y a quelque chose de meilleur que la musique dans le vaste silence insolite, et qui dispose à d'agréables pensées, comme le bruit d'une mince rivière ou la chaleur du clair soleil. Dans cet agréable état d'esprit, je descendis la colline jusqu'à l'endroit où est situé Goudet, à la pointe verdoyante d'une vallée, en face du château de Beaufort, sur une butte rocheuse, et du cours d'eau limpide comme cristal qui meurt dans un étang les séparant. D'au-dessus et d'en dessous, on peut l'entendre qui sinue parmi les pierres, aimable jouvenceau de fleuve qu'il semble absurde d'appeler la Loire. De toutes parts, Goudet est encerclé par des montagnes, des centres rocailleuses, praticables au mieux par des ânes, rattachent la localité au reste de la France. Et hommes et femmes y boivent et sacrent dans leurs coins de verdure, où, du seuil de leur demeure, lèvent les yeux, l'hiver, vers les pics ceints de neige, dans un isolement qu'on jurerait pareil à celui des cyclopes homériques. Mais il n'en est rien. Le facteur atteint Goudet avec son sac postal. La jeunesse ambitieuse de Goudet est à moins d'une demi-journée de marche du chemin de fer du Puy. Et là, à l'auberge, vous pouvez trouver le portrait gravé du neveu de l'hôtelier, Régis Senac, professeur d'escrime et champion des deux Amériques. Une distinction qu'il a conquise là-bas avec la somme de $500,
au Tammany Hall à New York le 10 avril 1876. Je dépêchai mon repas de midi et bientôt en avant de nouveau. Hélas, tandis que nous grimpions l'interminable colline sur l'autre versant, Prout semblait avoir perdu sa vertu. Je proutais comme un lion. Je proutais doucereusement comme un pigeon qui roucoule. Mais Modestine n'était ni attendrie ni intimidée. Elle s'en tenait opiniâtre à son allure. Rien, sinon un coup ne l'aurait fait bouger, et encore pour une seconde. Je devais la talonner en lui cinglant les côtes sans cesse. Un arrêt d'un moment dans cette ignoble besogne, et elle récidivait à son allure particulière. Je crois que je n'ai jamais entendu parler de personne en aussi abjecte situation. Je voulais atteindre le lac du Boucher, où j'avais l'intention de camper avant le coucher du soleil, et, pour n'en conserver que l'espoir, il me fallait immédiatement maltraiter cet animal résigné. Le bruit des coups que je lui administrais m'écœurait. Une fois, tandis que je la regardais, elle me parut ressembler vaguement à une dame de ma connaissance qui m'avait autrefois accablé de ses bontés. Et cela ajouta au dégoût de ma cruauté. Pour comble de malchance, nous rencontrâmes un autre baudet, vagabondant à son gré sur le bord de la route. Or, cet autre baudet se trouvait par hasard un monsieur. Lui et Modestine se rencontrèrent, en manifestant leur plaisir, et je dus séparer leur couple et rabattre leur jeune ardeur par une nouvelle et fiévreuse bastonnade. Si l'autre bourriquet avait eu sous la peau un cœur de mâle, il serait tombé sur moi à coups de dents et de sabots, et c'eût été du moins une sorte de consolation. Il était tout à fait indigne de la tendresse de Modestine. Mais... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.